Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir maintenant, nous allons commencer l'aspect expérimental de la supraconductivité. Alors, commençons d'abord par une approche historique. Donc, comme je l'avais dit, c'est au début du XXe siècle que l'on découvrit la supraconductivité avec la mise au point de techniques de grand froid, refroidissement important utilisant de l'hélium liquide. C'est un des spécialistes du genre, Kamerlingh Onnes, en 1911, étudia les propriétés d'un certain nombre de substances à des températures extrêmement basses et découvrit que lorsque l'on refroidissait du mercure, en dessous d'une certaine température critique de 4,2 Kelvin, la résistance électrique du mercure s'annulait brutalement, le mercure devenant un parfait conducteur. On découvrit rapidement que beaucoup d'autres substances présentaient cette propriété. En 1914, il découvrit que si on appliquait un champ magnétique supérieur à une certaine valeur critique, BC, en fonction de la température, cela supprimait la propriété de supraconductivité, le matériau redevenant normal avec une résistance faible, liée à basse température, mais non nulle. C'est Thuyne, T-U-Y-N, qui a établi la loi empirique, basée sur les expériences qui décrit cela. Le champ magnétique critique, à une température donnée, divisé par la valeur critique à 0 degré, ou au zéro absolu, est égal à 1 moins la température en question divisée par la température critique au carré. Si on trace la courbe, par exemple, pour l'étain, la température est un peu inférieure à 4 Kelvin, température critique, et le champ magnétique, ici, avec 0,03 Tesla, ce n'est pas un champ très fort, on observe une courbe qui est grosso modo comme ceci. Au-dessous de cette courbe, l'élément est supraconducteur, l'étain est supraconducteur, au-dessous de cette courbe, il est normal, non supraconducteur. En 1933, Meissner et Ochsenfeld découvrent une autre propriété intéressante, à savoir que dans un supraconducteur, l'induction magnétique est toujours nulle. Donc si on prend une substance dans son état normal, les lignes de champ magnétique traversent la substance, surtout si le matériau est non ferromagnétique, il se fait que les matériaux qui deviennent supraconducteurs sont tous non ferromagnétiques. Par contre, dès qu'il est supraconducteur, le champ magnétique contourne totalement la substance. Il n'y a aucune ligne de champ magnétique qui pénètre à l'intérieur de la substance. Ce qui fait d'un supraconducteur un diamagnétique parfait. Il repousse totalement les champs magnétiques. Contrairement à la plupart des substances, comme l'oxygène par exemple, qui sont diamagnétiques, mais qui sont faiblement diamagnétiques. L'effet est très faible. Avec la supraconductivité, un supraconducteur est un diamagnétique parfait à 100%. London, en 1935, utilisa la jeune théorie quantique pour donner une interprétation de la supraconductivité. Il supposa que la fonction d'onde présentait une certaine rigidité, en ce sens qu'elle reste peu affectée par le champ magnétique, du moins si celui-ci est faible. Il supposa aussi qu'il existait un gap entre l'état fondamental et les états excités, donc une bande d'énergie interdite entre l'état fondamental et les états excités, gap donné par K fois Tc. En utilisant cela, il interpréta les phénomènes observés. L'existence de ce gap fut rapidement confirmée en utilisant
l'absorption d'ondes électromagnétiques centimétriques, donc de longueur d'onde de l'ordre de centimètre. Dans ce cas-là, les énergies des photons sont typiquement de cet ordre KTC, très faible énergie, et on peut mesurer leur absorption due au gap entre l'état fondamental et les premiers états excités. Ensuite, ce gap fut également confirmé par d'autres méthodes. En 1950, Maxwell et Reynolds, alors ici il ne s'agit pas du Maxwell de l'électromagnétisme, on est un siècle plus tard, je vous avoue, je ne sais pas s'il est de la même famille. Maxwell est tout de même un nom relativement répandu. Pensons au filtre à café, par exemple. Donc, ici, c'est un autre scientifique qui s'appelait Maxwell. Maxwell et Reynolds mirent en évidence l'effet dit isotopique. C'est-à-dire que pour une substance donnée, la température critique, Tc, est proportionnelle à m exposant moins 1,5. Donc 1 sur racine carrée. Où m est la masse molaire de la substance, tenant compte du fait qu'elle est composée d'isotopes plus ou moins massifs ou pas. Cette loi précise montrait que la supraconductivité est liée au réseau composé des ions, des atomes, et pas seulement aux électrons. Et donc, il devait exister une interaction entre les électrons et le réseau, c'est-à-dire des échanges avec les vibrations du matériau, une interaction électron-phonon. En 1954, à l'aide d'un modèle à une dimension, on montrait également que le gap devait effectivement exister. C'était bien de l'avoir démontré théoriquement. Cooper émit l'idée, en 1956, que les électrons forment des paires. Donc les électrons s'apparient sous forme de paires, pas nécessairement d'électrons proches, mais à travers les interactions avec les phonons. Et de telles paires d'électrons ne sont plus des fermions, mais la paire en elle-même se comporte comme des bosons, ce qui autorise alors la mise de tous les bosons dans l'état fondamental. Point important, nous avons soulevé dans la vidéo précédente, en disant les électrons sont des fermions. L'idée de cet état unique n'est pas possible, mais pour des paires d'électrons, pour des bosons, c'est possible. Il montra que dès qu'il existe une attraction entre les électrons, même distants, par l'intermédiaire des phonons, même une attraction très faible, alors ce phénomène doit se produire d'appariement d'électrons et de mise dans l'état fondamental à très basse température. Toutes ces approches théoriques et expérimentales conduisirent en 1957 à la théorie BCS, du nom de Bardeen, Cooper, Louis, et Schiffer. À eux trois, ils élaborèrent une théorie complète, quantique, de la supraconductivité basée sur l'idée des paires de Cooper. Cette théorie explique très bien l'ensemble des propriétés des supraconducteurs, celles que nous venons de citer et d'autres que nous verrons. Et il existe deux grandes catégories de supraconducteurs, ceux de type 1 et de type 2. La théorie explique très bien tout cela. La supraconductivité est un phénomène important en physique, mais également dans le monde technologique. D'abord parce que la supraconductivité est une manifestation macroscopique à grande échelle d'un phénomène quantique, la mise dans un état unique de toutes les paires de Cooper, ce qui permet certains tests de la mécanique quantique. De plus, puisque la résistance électrique est zéro dans un supraconducteur, le courant y circule sans aucune perte électrique. Et effectivement, les spécialistes ont construit des câbles supraconducteurs permettant de transporter des courants très importants sans aucune perte, avec la difficulté qu'il faut refroidir ces câbles à très basse température.
On fabrique aussi des électroaimants particulièrement puissants en utilisant des supraconducteurs. Par exemple, le LHC, le fameux accélérateur de particules, le plus puissant du monde, à la frontière franco-suisse, utilise de tels électroaimants, des énormes électroaimants supraconducteurs. Ensuite, il y a divers dispositifs électroniques, comme la jonction Josephson, que nous verrons, et qui a des tas d'applications. Jusque les années 80 environ, tous les supraconducteurs, type 1 ou type 2, étaient des alliages. Le meilleur était un alliage de niobium et de germanium. 3 atomes de niobium pour 1 de germanium. Sa température critique est la plus élevée de ce type de supraconducteur, 23,2 Kelvin. C'est encore très froid, ça fait environ moins 250 degrés. Et dans les électroaimants, c'est typiquement ce type d'alliage qui est utilisé. Ceux du LHC utilisent bien, en effet, du niobium. À tel point que lorsqu'ils ont construit le LHC, ils se sont rendus compte que la production de fils de niobium dans le monde était insuffisante. Ils avaient besoin de tellement d'électroaimants, tellement de fils, tellement de kilomètres et de kilomètres de fils d'alliage de niobium, qu'il n'y en avait pas assez dans le monde entier. Donc, ils construisirent rien que pour le LHC, une usine entière, rien que pour produire les fils de niobium. Et puis, dans les courant des années 80, on découvrit ce qu'on appelle maintenant les supraconducteurs haute température. Leur température est bien plus élevée, dépasse allègrement les 77 Kelvin, qui est la température de l'azote bouillant. Donc, c'est la température à laquelle on liquéfie l'azote. 77. Or, c'est très important, parce que refroidir de l'hélium est complexe, difficile et coûteux. Alors que refroidir de l'air, c'est-à-dire essentiellement de l'azote, est assez facile. Il ne faut pas une installation très sophistiquée pour arriver à refroidir et à liquéfier de l'azote. Et donc, avoir des supraconducteurs à des températures aussi élevées est particulièrement intéressant. Seul petit souci, ces supraconducteurs qu'on a découverts presque par hasard, ce sont des céramiques. Les céramiques, vous connaissez, c'est cassant. Impossible de faire des fils électriques en céramique, par exemple. Ils seraient bien trop cassants. Donc ça, c'est un souci actuellement. Mais on a fait des progrès, on commence à de mieux en mieux les comprendre, et on a battu record sur record, peut-être un espoir d'atteindre les températures ambiantes, on n'y est pas encore. Pour être exact, on a atteint les températures ambiantes, mais dans des conditions un peu extrêmes, avec des pressions de plusieurs millions d'atmosphères, mais bon, dans des conditions de pression normales, on atteint quand même des températures assez basses par rapport à ce que nous avons l'habitude, nous, êtres humains, mais tout à fait abordables technologiquement. Ce qu'il faut, c'est mieux comprendre ces matériaux pour essayer de fabriquer des plus pratiques. Il faut dire qu'actuellement, nous ne savons pas bien expliquer les supraconducteurs haute température. La théorie BCS ne s'y applique pas, parce qu'on peut montrer qu'avec la température BCS, il y a une valeur limite à la température critique. On ne peut pas être supérieur à une bonne vingtaine de degrés, ou une trentaine de degrés. Au-delà, l'agitation thermique détruit les paires de Cooper et détruit la supraconductivité, même en l'absence de champ magnétique. Donc, la théorie BCS ne s'applique pas, et donc on ne comprend pas trop bien ces supraconducteurs haute température, même si beaucoup de progrès a été fait depuis, et on n'est sans doute pas très très loin d'une solution. Voilà pour l'introduction historique aux propriétés, et dans la prochaine vidéo, nous irons plus dans le détail des propriétés expérimentales obtenues avec les supraconducteurs. Je vous remercie.